c'était en 1961. Où en sommes-nous en 1971 avec les difficultés que nous connaissons du côté de l'éducation et du travail? C'est ce que nous tenterons d'évaluer avec nos invités qui sont... Monsieur Gilles Quentin, à ma droite, gérant de la Caisse populaire Normandin. Monsieur Gilles Turcotte, étudiant. Mademoiselle Francine Lévesque, étudiante. Monsieur Louis-Arvid Bouchard, maire du village Normandin, préfet du comté Roberval, ainsi que Monsieur Régent Boivin, professeur à l'école secondaire. Maintenant, avant de commencer nos questions, je demanderai aux gens qui veulent poser des questions à nos invités de bien vouloir communiquer avec nous au numéro 274-2813. Nous nous ferons plaisir de répondre à leurs questions. Maintenant, la première question s'adresserait à M. Bouchard. M. Bouchard, est-ce que vous pourriez nous préciser qui sont les jeunes qui quittent la région? Les jeunes qui quittent la région, ils sont de différentes sortes. Et je pense ce sont surtout les jeunes qui ont le moins de préparation au niveau scolaire, au niveau des diplômes. Mais cependant, je pense que même ceux qui sortent de nos universités, qui sortent de nos cégeps, quittent un grand nombre de la région. Pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ça. Disons d'abord que le facteur économique est une cause, mais je pense que le système d'éducation ne prédispose pas les jeunes au travail qui serait disponible dans la région. Parce que si on prend pour acquis que notre région est surtout, dépend surtout de l'industrie forestière, de l'agriculture, de la technique, ben, je pense si on regarde le pourcentage de jeunes qui se dirigent vers la technique, la technologie, vers l'agriculture, vers le génie forestier, sont très peu nombreux. Alors, on se dirige surtout vers des professions libérales, telles par exemple que le droit, disons également que surtout vers l'éducation. Alors, l'éducation est un domaine qui devient saturé et je pense qu'il faudrait de toute nécessité qu'il y ait des orientateurs, plus qu'il n'y en a à l'heure actuelle, dans les cégeps et les universités, pour diriger nos jeunes vers les demandes d'emploi qui sont disponibles. Alors, selon vous, ce manque de préparation serait dû à la non-constructivité du système actuel? Il y a certainement un manque de préparation, mais il y a plus que cela, parce qu'il est évident, par les statistiques que vous venez de donner, à l'heure actuelle, que la région n'a pas les emplois disponibles pour fournir le travail aux jeunes. Il y a d'autres choses aussi qui sont très importantes. Je pense qu'au cours de la discussion, on pourra revenir là-dessus, mais je crois qu'il y aura toujours un potentiel qu'il faudra que les jeunes se tiennent disponibles pour pouvoir être capables d'aller sur le marché du travail à n'importe quel temps et n'importe où. Alors, je vous remercie. Richard? Merci, M. Bouchard. M. Boivin, j'aurais la même question un peu à laquelle M. Bouchard a répondu substantiellement à vous poser. Quels sont les principaux facteurs qui poussent les jeunes à s'exiler à l'extérieur? Alors, les facteurs qui poussent nos jeunes à quitter le milieu sont évidemment très, très diversifiés. M. Bouchard en a touché quelques-uns, vous m'excusez si je les répète et si j'élabore peut-être un peu là-dessus. Dans le milieu, dans le secteur normandin, j'en retiens un qui est primordial. Et c'est la mécanisation des fermes et un certain regroupement en agriculture qui limite, si vous voulez, le nombre d'emplois dans nos campagnes et a provoqué un départ tout de même assez massif de gens vers les villes. Si on se reporte il y a quelques années, 40 ans ou 30 ans en arrière, très souvent, un cultivateur, quand il avait développé sa ferme de façon assez considérable, était obligé d'embaucher de la main-d'œuvre pour une bonne partie de la belle saison. Et ces gens qui l'employaient, lorsque l'hiver commençait, allaient continuer à gagner en forêt. Alors ça faisait, si vous voulez, deux travaux saisonniers qui contribuaient à garder la jeunesse ou les jeunes chez nous.
On sait qu'aujourd'hui, le nombre des cultivateurs diminue sans cesse, mais que la surface cultivée ne cesse de croître. On sait dire qu'un cultivateur aujourd'hui utilise peut-être 2 fois ou 3 fois ou 4 fois plus de terrain que le cultivateur d'autrefois, mais la mécanisation des fermes limite considérablement le nombre des employés. Et pour le secteur ici normandin, un milieu où l'activité économique, c'était d'abord et avant tout l'agriculture, ça l'est encore d'ailleurs, vous comprenez avec moi que ça a des répercussions considérables sur le départ de nos jeunes. D'autres conséquences indirectes, d'autres facteurs indirects, il y a la localisation des industries. On sait qu'une industrie va s'établir de préférence à proximité des grandes agglomérations. Là où c'est facile de recruter sa main-d'œuvre, là où c'est facile également d'écouler ses produits puisque le marché est tout près, là aussi où les moyens de communication et les moyens de circulation sont également faciles. Alors, étant donné que notre région est en marge des régions fortement peuplées de notre province, on est en marge de la plaine du Saint-Laurent, on est dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Déjà, on est isolé par un 100 000 de bois, le parc national des Laurentides. Les industries ne sont pas tellement attirées à venir chez nous. Et les industries n'étant pas chez nous, mais ça provoque un autre facteur, c'est celui du manque d'emplois à offrir. Alors, nous n'avons pas, comme en ville, une gamme d'emplois variée. M. Bouchard a touché ce problème tout à l'heure. Nos jeunes ici ont tendance à s'orienter vers des voies uniques, les professions libérales, entre autres, ou ce qui relève du domaine de l'esprit plutôt que des techniques véritables et techniques applicables à notre milieu agricole. Or, comme on choisit des carrières où ce n'est pas possible de gagner sa vie à Normandin quand on termine ses études, eh bien, veut pas, on est obligé de quitter pour l'étranger. Et il ne serait pas surprenant de constater qu'à l'heure actuelle, dans la ville de Québec, par exemple, il y a plus de gens natifs de Normandin qu'il y en a au total dans Normandin même. Or, il y a des causes et des facteurs connexes également, comme le manque d'emploi chez nous, puisque globalement, notre milieu se limite à 2 seules sources de revenus, c'est la forêt et l'agriculture, comme M. Bouchard l'a explicité il y a quelques instants. Mais, M. Bouchard, je vous arrête. Ce côté de l'agriculture, disons, excusez-moi, ce côté forêt, n'a-t-il pas été exploité en ce sens que les moulins de papier, pas des papiers qui sont installés ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce sujet-là? Disons, est-ce que la main-d'œuvre a diminué? Est-ce que je sais pas, est-ce que ça a été florissant, quoi? Pour le secteur de Normandin même, je vais tenter une réponse et je passerai la parole à ceux qui voudront élaborer également sur le sujet. Disons que côté pâte et papier, c'est pas Normandin lui-même, ou c'est pas le secteur normandin même qui va tirer pleinement profit de cette exploitation. Pardon. C'est surtout les lieux où l'usine de pâte et papier est établie. Tel Dolbeau, par exemple, tel Riverbend ou Ilmaning, à proximité d'Alma, ou qui est devenu un quartier d'Alma maintenant, tel Port-Alfred, Jonquière, Kenogami. Nous, ici, c'est indirectement qu'on va gagner la vie, on va gagner sa vie avec la forêt. C'est en allant travailler en forêt. Maintenant, aujourd'hui, avec la mécanisation encore en forêt, ça limite considérablement le nombre d'emplois. Et on arrive avec un paquet de gens qui se destinaient peut-être un jour à gagner leur vie en forêt, mais qui aujourd'hui sont devant rien. Je vous remercie beaucoup, M. Bouchard. M. Boivin, c'est-à-dire, excusez-moi, je pense que vous avez très bien répondu. Maintenant, je m'adresserai à M. Quentin. Dans le secteur normandin, l'aspect économique a sûrement un rapport très grand avec le sujet qui nous occupe présentement, c'est-à-dire le départ des étudiants tel quel. Maintenant, quel est ce rapport? Ben, à mon avis, au départ, je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un manque à gagner, c'est-à-dire que ces individus-là, les enfants, que nos parents, ou que les parents, ont peiné, d'abord pour mettre au monde, éduquer, instruire, s'en vont à l'extérieur, et puis pour des raisons qui ont déjà été mentionnées. Le jeune poursuivant ses études dans la ville
je pense, s'adapte encore assez facilement aux habitudes de vie de la ville, au mode de vie. Je pense que ce qui lui plaît énormément aussi, c'est l'aspect loisir. Il y a énormément d'avantages aussi pour parfaire sa formation. Alors ces gens-là ne reviennent pas dans notre milieu. Alors économiquement parlant, je pense que ça a un impact direct dans notre milieu. Tout ça, on l'a mentionné, on vient de mentionner, étant donné que nos industries primaires sont la forêt et l'agriculture, ça nécessite, avec la mécanisation aujourd'hui, beaucoup moins de main-d'œuvre qu'autrefois. Il y a toute une question d'efficacité aujourd'hui sur laquelle chaque entreprise compte et capitalise énormément. Même les entrepreneurs forestiers déplorent le fait qu'ils ont énormément de difficultés à avoir de la main-d'œuvre en forêt. C'est quand même assez curieux. C'est peut-être paradoxal ce que le régent vient de dire. On a énormément de difficultés aujourd'hui à regrouper un certain nombre de gens pour opérer un chantier de façon efficace. Alors, donc je pense que pour des raisons comme ça, là, ça a un impact économique propre dans des milieux comme le nôtre. Est-ce que Je pense qu'il y a une chose que M. Quentin qui m'a frappé lorsque vous avez dit, par exemple, les jeunes reçoivent vers l'éducation en ville. Ça, c'est un des faits les plus marquants. Moi, je connais un nombre de mes amis qui ont mouvé soignement. Ils ont du travail dans la région. Que leur travail soit à Saint-Bruno, à Roberval, même dans d'autres centres. Puis qu'ils demeurent à Chicoutimi ou à Nord. On leur pose la question, pourquoi est-ce que vous êtes mouvé à Chicoutimi? Pour se rapprocher des maisons, des maisons de haut-savoir comme les universités et les cégeps. Alors, je pense qu'une des raisons principales, parce qu'il reste que le jeune, l'exode des jeunes est surtout dans le haut du lac Saint-Jean. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Si vous prenez par exemple les évalués, le nombre, le degré d'éducation au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous allez constater que le degré d'éducation des jeunes qui sont alentour des universités, alentour des cégeps, est 25 à 30% supérieur au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je dis bien. Pourquoi? Parce que les maisons d'éducation ne sont pas accessibles parce que trop éloignées. Nos gens sont obligés de s'expatrier pour aller recevoir leur éducation. Alors, ils arrivent quoi? Ils reçoivent leur éducation en dehors du lac Saint-Jean. Puis, évidemment, ces jeunes-là, c'est assez rare qu'ils reviennent au lac Saint-Jean. Et ça, c'est une perte parce que ça nous coûte énormément cher. Moi, je trouve que c'est un drame terrible de dépenser autant d'argent, des milliards pour l'éducation, puis qu'en fin de compte, prenez par exemple comme cet été, Normandin, on veut pas faire un gros programme dans la perspective jeunesse, de 90 à 95 000 piastres, pour justement donner du travail aux jeunes durant les vacances. Alors, on a bien eu. On a aimé mieux donner ça à Chicoutimi, à Québec, à Montréal. Puis nos jeunes ici, les autres, sont obligés de traîner les pieds dans un café, dans un grill. Qu'est-ce que ça a coûté d'argent pour les faire instruire? On les perd dans 2 mois parce que le jeune se décourage, et ça, c'est mortel. Je pense, M. Bouchard, que vous touchez là un point très important de côté éducation dans la région ici. Je pense que M. Boivin pourrait expliciter davantage justement ce point-là. Ah oui. Étant donné qu'il se trouve dans l'éducation lui-même. C'était remarquable il y a quelques années en particulier où il se donnait absolument rien comme option professionnelle ici dans notre secteur. Un type voulait devenir technicien dans n'importe quelle discipline, ça c'était automatique, il fallait qu'il parte vers Chicoutimi, Rimouski ou ailleurs, Montréal, Québec, Jonquière et ainsi de suite. Avec la polyvalence dans le secondaire, disons qu'on a commencé une réaction. Quoique les options qu'on offre dans le secondaire ne sont peut-être pas toujours propres au milieu, propres à contribuer à ce que le jeune gagne sa vie dans son propre milieu dès la fin de ses études.
Ça, c'est autrefois. Et aujourd'hui, avec la polyvalence, on a déjà marqué un point. Avec l'inauguration ou l'ouverture d'un campus d'enseignement collégial à Saint-Félicien, dans le cadre du regroupement de l'enseignement collégial, eh bien là, on ne pourra plus dire que nos jeunes vont s'expatrier pour faire les premières années du cours collégial. Alors, ils pourront prendre la première année de n'importe quelle option à cet endroit, et ils pourront prendre la deuxième, la troisième et la quatrième, si jamais il y en a une, dans l'option qui sera définitivement installée à Saint-Félicien, ou dans les options définitivement installées à cet endroit. Puisque Chicoutimi-Auralessienne, Jonquière-Lessienne, je dis bien, Alma et enfin Saint-Félicien, c'est 4 campus égaux, si vous voulez, avec une seule administration, puis chacun des options terminales. Or, restera à provoquer, si vous voulez, dans le campus Saint-Félicien, provoquer un enseignement collégial d'options peut-être plus typiques à notre secteur Louis-Aymon, commission scolaire régionale du même nom. Alors là, on déborde sur l'aujourd'hui et sur le demain en même temps. On a une université ouverte dans la région, l'Université du Québec à Chicoutimi. Il y a 5 ou 6 options à l'heure actuelle d'offerte. Maintenant, ce n'est pas beaucoup, mais nos jeunes peuvent aller parfaire leurs études ailleurs. Et M. Bouchard, M. Quentin ont dit tout à l'heure que les jeunes ne reviennent pas chez nous. C'est justement parce qu'on manque d'emplois ici. C'est pas toujours les options qu'on offre, ce ne sont pas toujours les options propres au milieu, comme je le disais il y a un instant. J'ajouterais peut-être quelque chose aussi à ce que Jean vient de dire. Moi, je ne voudrais pas pécher par passer pour un gars qui est trop optimiste non plus. Mais je pense qu'avec la décentralisation des universités que le Québec a faite ces dernières années, on a peut-être des chances d'améliorer un petit peu notre sort. Les compagnies qui sont intéressées à venir faire de l'investissement ou qui font de l'investissement au Québec, je pense que c'est un aspect dont ils tiennent compte aussi, ça, de se rapprocher des centres universitaires. Parce qu'il y a quand même, des compétences. Aujourd'hui, on tente, je pense, de plus en plus à vouloir faire rentrer, c'est-à-dire parce qu'il y a un rapprochement entre l'université et l'industrie. Et peut-être que ça sera peut-être bénéfique pour notre région, ça, l'Université du Québec à Chicoutimi. Justement, peut-être pour prendre un fait beaucoup plus réel, justement, on a avec nous 2 étudiants qui ont eu à faire face à ces problèmes ou qui feront face à ces problèmes en septembre, quitter la région. Qu'est-ce qui vous a forcé, en fin de compte, à quitter la région, toi, Francine, premièrement? Bien, moi, ça fait 12 ans déjà que j'ai été obligée de quitter la région. C'est-à-dire que j'étais à Chicoutimi. Et puis, je dois dire que la première, c'est qu'on ne donnait pas le cours collégial ici. Alors, bien, j'étais obligée d'aller à Chicoutimi pour prendre ces 2 années de collégial. Excusez-moi, je vais vous interrompre un instant, j'ai un téléphone ici. Oui. Merci beaucoup. J'ai un petit problème en ce moment, ce sera pas long, peut-être. C'est bon. C'est bon. Il y a un petit problème, la personne qui a appelé s'est fait couper la ligne, on lui demanderait de rappeler. On va essayer de faire un petit peu mieux. Alors, excusez-moi, vous pouvez continuer votre entrevue. Alors, je crois que c'est le facteur dominant qui fait qu'on est obligé de quitter la région ici. Quand même qu'on voudrait rester ici, il n'y a aucun moyen, aucune possibilité. On est pris pour aller à l'extérieur. Peut-être qu'avec le nouveau, ce qui va s'ouvrir à Saint-Félicien, bien, sans doute, ça va favoriser les étudiants à demeurer près de chez eux. Le programme Les Autres des Jeunes? Oui. Bon, j'ai appris, c'est un an, là. Oui. Puis, est-ce que vous donnez la réponse tout de suite ou bien si... Regardez, là, on va transmettre votre question immédiatement. Pouvez-vous garder la lettre, s'il vous plaît? Oui. Vas-y. Oui? Bon, je vais dire ma question. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que la création... M. Boivin, hein? Monsieur Boivin, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez parler. Bon, est-ce que la création d'un système d'éducation adéquat, je pense à la polyvalence et au CG,
la question, évidemment, c'est faire une transposition sur l'avenir. Le système de polyvalence qui est en vigueur aux États-Unis déjà depuis quelques années et en vigueur ici dans notre province depuis 3 ou 4 ans, commence à faire ses preuves. Et évidemment que les premières années, on a peut-être procédé par tâtonnement. Et pour répondre à votre question, à savoir si c'est un moyen terme, si c'est juste pour freiner temporairement, puis quitte à abandonner plus tard, ou si c'est juste une couverture pour abrier un exode peut-être plus massif dans quelques années, je ne crois pas. On oriente de plus en plus... On oriente de plus en plus... On oriente de plus en plus l'éducation, si vous voulez, vers les demandes du milieu, puis on ne peut pas manquer son but dans ce domaine-là. Et pour peut-être encore aller plus loin, disons que notre région, puis je crois qu'on n'est pas les seuls, si on fait un voyage rapide à travers la province de Québec, c'est la même situation qui prévaut un peu partout. On attend très souvent le secours des autres. Alors on réclame par exemple des gouvernements qu'on vienne installer des entreprises ici et là. On demande au gouvernement de trouver des capitaux ici et là. On demande à des étrangers de venir ici exploiter nos richesses naturelles. Et je pense qu'on n'a jamais pris ses propres responsabilités chez nous. Et pourtant, on entend dire les gens qui sont pauvres, on entend dire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, mais tout de même, il en circule de l'argent. Il n'y en a pas, évidemment, à tout casser, mais il y en a un peu. Et il y aurait une question d'économie à la base de tout. Je pense qu'on est plutôt portés, nous autres, à dépenser notre argent avant de l'avoir gagné, puis peu en mettre de côté. Et on n'a pas été attiré vers le placement collectif ou vers la participation en action dans les usines, dans les entreprises, dans les compagnies, les industries, n'importe quoi. On attend que d'autres viennent établir des industries chez nous, alors que des compagnies étrangères viennent le faire, sous prétexte qu'on n'a pas l'argent. D'accord, moi personnellement, M. Bouchard personnellement, M. Quentin et les autres ne l'ont pas l'argent personnellement pour ça. Mais comme le dit un certain personnage à la télévision, M. Deschamps, dit « Mais à la gang, hein, si on savait peut-être s'unir davantage, puis se tenir davantage, il y aurait possibilité d'en trouver des capitaux, justement, par des petits investissements. Et ces capitaux minimes deviendraient vite assez gros. Et peut-être que notre usine, si on la réclame au gouvernement, dans 25 ans, on ne l'aura peut-être pas encore. Mais si on commençait aujourd'hui à mettre peut-être juste 25 cents par semaine par enfant qu'on a dans la maison, peut-être que dans 25 ans, il y aurait leur usine, les autres qui seraient capables d'y travailler, il n'y aurait pas besoin de s'exiler. Je pense, M. Boisvent, si vous me permettez, que l'erreur monumentale, c'est que Gérard Fillon disait un jour que les Québécois étaient des gens entretenus. C'est-à-dire qu'on a été développé par les capitaux étrangers. Et on se base encore là-dessus pour venir faire le développement de la province de Québec et de notre région en particulier. Et on pense surtout que c'est la grosse industrie, l'industrie lourde, qui va créer le plus d'emplois puis qui va justement compléter au chômage. Moi, c'est pas mon avis. Moi, je pense que dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, notre salut est dans l'industrie secondaire. Si vous remarquez, par exemple, prenez l'axe, la demi-lune qui existe à Normandin, Saint-Amand-de-Dième, Girardville, Albanel, Saint-Edmond, et vous remarquerez qu'on a plusieurs petites industries secondaires qui est distribuée ici et là sur le territoire. Et c'est un tout petit peu, un petit effort pour avoir le plein emploi. Alors, je pense que l'agriculture va devenir rentable, que à ce moment-là, je pense qu'on aura fait un grand pas vers un facteur déterminant pour stabiliser notre industrie et notre économie. C'est un effort qui serait très valable dans ce sens-là. Bon, merci beaucoup, monsieur. Oui. J'espère que cette réponse vous donne une entière satisfaction. Nous vous remercions d'avoir pu participer activement. C'est ça, je vous remercie beaucoup. Bonjour. Pour en revenir où nous en étions rendus, Gilles,
Gilles, pourquoi toi, t'en vas-tu de la région ici en septembre? Je crois que tu quittes la région pour aller à Québec. C'est tout simplement pour fin d'études. Parce que le cours, présentement, c'est assez... la base pour les cours, Saint-Félicien, c'était pas tellement décidé, puis mes demandes ont été faites. Mais ça ne m'intéresserait pas tellement non plus de rester dans la région, tout simplement parce que la plupart des jeunes sont partis. Puis passer une année ici, nous autres, c'est moche en maudit. Puis on se tarde les tripes, on ne sait pas quoi faire. Tout ce qui reste, c'est bon gré. On peut les prendre une bière le soir. J'aurais une autre question posée. Faire bourrer les oreilles de musique là. J'aurais une question posée. C'est un facteur assez important. Oui, mais on ne s'arrêtera pas sur la question des graines tout de même. J'aurais une question posée. Si, mettons, nous avions eu l'argent à propos de perspectives jeunesse, comme M. Bouchard le disait tout à l'heure, est-ce que tu aurais participé activement? Pas de question de tordre les boyaux, comme tu viens de dire, mais aurais-tu participé? Ça aurait été intéressant, c'est officiel. Mais ça dure simplement 2 mois, ça. Perspective jeunesse, c'est pas suffisant quand même. C'est un moyen quand même qui est bon pour les vacances. Puis pas pour tout le monde, parce que ça n'aurait pas engagé tout le monde encore. Disons que dans notre programme, on prévoyait, nous autres, du travail pour à peu près pour les étudiants des cégeps, puis du secondaire collégial, par exemple. Mais on prévoyait entre 50 à 60 étudiants. On avait 90 000 $, puis tous des programmes qui étaient rentables. Alors, je suis absolument mécontent. C'est pas pour moi. Moi, je sais que ça m'aurait donné du travail de plus. Mais je trouve que c'est un drame lorsque je vois des jeunes, j'en ai des jeunes chez nous aussi, moi, puis qu'un jeune étudie, puis va faire des sacrifices pour l'école. Je connais ça, mais il vient un heure où on se pose des questions, qu'on aimerait bien avoir notre liberté les autres, mais tu continues tes études. Le petit gars, il est 2 mois, il voudrait bien gagner, il a 18 ans, il a 19 ans, il a 20 ans, puis il n'y a pas de travail, c'est évident qu'il n'y a pas de travail. Alors moi, comme homme public, il m'est souvent demandé des jeunes qui me téléphonent, puis c'était fantastique l'intérêt que les jeunes portaient au programme Perspective Jeunesse. Puis ils attendaient après ça. Alors le gouvernement fédéral, moi je le blâme, puis je dis que c'est inqualifiable, le risque est posé. Il y a un ancien programme qui a donné des idées aux jeunes, puis l'encouragement aux jeunes, puis il les a déçus. Alors à ce moment-là, il aurait été mieux de ne pas en présenter pendant tout. Qu'est-ce qu'il y en a eu? Alors, nous autres, on a un programme qui nous a coûté 400 $ à Paroisse Normandin pour le faire préparer, pour être sûr qu'il soit accepté. Alors, on n'a même pas eu d'accusé de réception, on n'a pas eu de réponse à rien. Alors, je peux vous dire que je suis complètement mécontent parce que je trouve que c'est inqualifiable, c'est de l'irresponsabilité de la part du gouvernement fédéral. Puis, il serait peut-être bon de souligner aussi qu'il y a 3 projets qui ont été acceptés dans la ville de Saint-Félicien. Dans la ville de Saint-Félicien, puis un de Beau, puis Choutimi. Alors, vous voyez que, comment voulez-vous, on voit que les sous-centres, ce qu'on appelle les sous-centres, c'est pour quelle raison pourquoi est-ce qu'on a tant de misère au point de vue économique? C'est parce qu'on vide nos centres de ces valeurs primordiales, puis après ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit que dans ces centres-là, ils ne sont pas rentables, et c'est sous-développé économiquement, mais ils restent sous-développés économiquement après qu'ils nous ont vidé de toutes nos possibilités. Vous avez un exemple, par exemple, qu'est-ce qu'ils veulent faire de notre fabrique coopérative à Normandin? Moi, j'aurais une question à vous poser, peut-être M. Bouchard, en rapport avec ce que vous venez de dire. Est-ce que les gouvernements, dans un sens, ne provoqueraient pas la diminution de nos populations dans les campagnes? Est-ce qu'on ne chercherait pas à diminuer intentionnellement le nombre des cultivateurs pour créer une véritable industrie agricole et non pas le genre d'agriculture tel qu'on le connaît depuis X années? Je ne suis pas vrai dire, M. Boisvert, que les gens du gouvernement sont mal intentionnés, mais je pense qu'ils sont mal orientés. C'est là qu'il y a toute la différence, c'est là qui est important. Je pense, par exemple, là on pense surtout en fonction de nos planificateurs d'aujourd'hui, alors on pense en planification. Alors, nos planificateurs aujourd'hui pensent à des grosses affaires, à des grosses centralisations. Puis à ce moment-là, ils pensent également à des polarisations, des centres de polarisation. Alors, d'après les autres, il s'agirait de créer 3 ou 4 centres de polarisation. Même de ça, dans la région, ils penseraient à 2 ou 3. Puis encore, ils pensent surtout à Nima et Choutimi. Mais je pense que c'est une erreur fondamentale. Parce qu'il reste un fait. Avant de sortir du monde des paroisses là, qui sont nés et qui ont vécu, il faut être capable d'y recevoir.
Mais avant de vouloir venir nous rendre mieux qu'on est, et si tu regardes dans les villes, ben, avant de vouloir nous organiser, quand ils commencent à organiser les gars qui sont mangés par les souris, puis les rats, puis la vermine dans les abords des villes, puis après ça, on ira y trouver. Pas, hein? Et justement, pour continuer peut-être sur le sujet, le gouvernement provincial vient de fermer au cours des derniers mois 7 villages en Gaspésie. 7 villages agricoles, mais une agriculture plus ou moins prospère, sur des terres assez pauvres. Et on a remis tout simplement à la forêt les terres de ces 7 villages. Est-ce qu'il n'y aurait pas un danger pour certaines de nos paroisses ici, disons, dans les environs? Je ne sais pas si je ne voudrais pas parler de les autres, mais si c'est à moi que vous posez la question, disons que la Gaspésie, c'est pas une Lac-Saint-Jean d'abord. Moi, je suis pour une certaine revalorisation, puis repenser l'agriculture en fonction même de sa rentabilité. Ça, je suis d'accord là-dessus. Mais c'est même une condition. Prenez par exemple, on va prendre chez nous, dans le comté d'Overval, dans le nord du comté. Prenez Normandin, même, qui est une grenier agricole, même on pourrait dire de la province, il y a des belles terres qui sont cultivables qui ne se cultivent plus. Tandis qu'il y a des gens à Saint-Thomas-de-Dyme, à Gérardville, qui sont sur des terres qui ne peuvent pas produire là-dessus, qui ne peuvent pas vivre là-dessus. Alors moi, je dis une chose, ces gars-là, ils ne partent pas de là, ils ne peuvent plus s'en aller de là. Ils aimeraient bien sacrer au camp de là. Il y a un cas moyen. Alors si le gouvernement est sérieux dans sa réorientation de l'agriculture, qui les affecte, ces gens-là, s'ils ont des professions agricoles, c'est un avenir de l'agriculteur des autres, qui viennent les placer sur des belles fermes, où ils pourront vivre là-dessus. C'est une question d'orientation. Vous allez m'excuser, nous avons une question. Oui? Oui? Offre comme travail aux jeunes. Est-ce que vous voulez répéter votre question, s'il vous plaît? Oui, c'était au sujet du programme Perspective de jeunesse dont vous parliez tout à l'heure. J'aimerais savoir quel est le genre de travail que ça offrait aux jeunes, Est-ce que vous formulez votre question à l'égard de M. Bouchard? Celui qui pourra répondre. D'accord. Tout simplement. Ben, disons que je peux répondre, c'est notre conseil qui l'a préparé. Notre travail il était polyvalent, c'est-à-dire dans le sens que nous avions pensé, par exemple, vu qu'il y a beaucoup de touristes l'été qui viennent au parc de Châteauroux ailleurs, de créer un kiosque où il y aurait 4 étudiants à l'entrée du village pour orienter les gens vers les centres de loisirs qui existent dans notre coin. Il y avait également un programme pour l'embellissement du chemin pour aller à Châteauroux, les abords du chemin, nettoyer chaque bord du chemin, puis faire un chemin attrayant et très beau. On avait également l'aménagement du parc de Châteauroux, où il y aurait eu, par exemple, l'aménagement de territoire, de la peinture. On avait mis 4 gardiens de la piscine de Châteauroux, et on avait mis différents programmes où il y aurait eu de la diversité pour tous les jeunes qui peuvent travailler, qui aient de l'action. Puis je pense que ça aurait été rentable. Puis on voulait donner aux jeunes de la responsabilité. On voulait mettre un jeune à la tête de ça, sous la surveillance du conseil, d'accord? Nous autres, on était prêts à travailler. On veut même offrir au gouvernement. S'il y a des matériaux payés, que vous les refusez, nous autres, notre conseil, on est d'accord, on est prêts à les payer, les matériaux, ce que vous n'accepterez pas. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut que notre programme soit accepté pour donner du travail aux jeunes. Est-ce que votre réponse est satisfaisante? J'espère que la réponse n'ira plus. Maintenant, Richard, tu as une question, je crois? Oui. Quelles seront dans l'avenir les possibilités du secteur de Normandin au point de vue, premièrement, de l'éducation et deuxièmement, au point de vue du travail? Je poserai la question au point de vue du travail peut-être à M. Quentin, qui est plus près du problème, étant donné le facteur économique, justement, de cette question-là. Au départ, disons qu'il y a déjà quelques années que nous attendons avec déjà beaucoup d'impatience le projet de construction du moulin des pâtes et papiers Kruger à Saint-Félicien. Je pense bien que si ce projet devait se réaliser, il y aura un impact pour la main-d'œuvre à Normandin, parce que nous sommes quand même très près de cette ville. Il ne suffit qu'un pont pour séparer les deux rives en arrière de la paroisse du village de Normandin. En arrière de la paroisse de Normandin, et nos ouvriers seront vite rendus.
L'exploitation forestière, comme on le sait, est créatrice d'emplois également. Pour alimenter cette industrie-là en matière première, c'est celle, en tout cas, que j'ai à l'esprit là, immédiatement. Monsieur Bouchard, vous avez peut-être quelque chose à ajouter du point de vue économique? Du point de vue économique, je pense que j'allais souligner, aborder très peu tantôt, mais il reste que le programme agricole, malgré qu'on est tenté de ne pas lui donner sa réelle valeur au point de vue économique, je pense qu'il demeure un facteur déterminant. Si vous prenez les statistiques, par exemple, c'est que l'agriculture est responsable, directement ou indirectement, de 35% des emplois. Alors, à ce moment-là, ça vous démontre l'importance, l'impact de l'agriculture au niveau économique. Tantôt, M. Boisvent parlait, c'est là que ça me fait plaisir, parce que tout de même, vous le savez tous, c'est un cultivateur, et je n'ai jamais renié ma profession. Non seulement je n'ai jamais renié, j'en suis très fier, mais il reste une chose, c'est que je pense que les cultivateurs peuvent être cités en exemple au monde entier. Vous parliez tantôt, M. Boisvent parlait tantôt que les Canadiens français n'ont pas beaucoup investi dans l'industrie. Mais il reste un fait, il y a une profession. La profession peut-être la moins instruite de la province. Mais qu'elle a investi sans argent. Elle a investi pas seulement ses économies, elle a investi son avenir. Et vous regardez par exemple toutes les coopératives qui existent dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense qu'ils sont producteurs de l'emploi. Si ces coopératives-là disparaissaient, que ça ferait un maudit tas de chômeurs de plus. Et ça a été créé par qui? Par des cultivateurs. Prenez la coopérative Normandin, ça emploie 70 familles. Ça fait vivre 70 familles. Il y a un capital investi là-dedans, un chiffre d'affaires d'1 million, tout près de 2 millions. Alors ça, c'est les cultivateurs qui ont bâti ça sans argent. Alors, ça veut dire une chose, de l'argent, il y en a. Mais il s'agit, parce que les Canadiens français, ils ont été accoutumés, quand il y avait une pièce, ils partaient, puis ils allaient la mettre à la caisse, le gérant était content, un maudit, lui, voilà. Mais il n'était pas dans l'industrie, il n'investissait pas. Je prendrais quelque chose à vous dire là-dessus. Excusez, je crois que nous avons un autre appel. Oui? Oui? Allô? Oui? Bon, ma question s'adressera à M. Quentin. Ah bon, M. Quentin? Je vous écoute, madame. Pensez-vous que la création d'une industrie secondaire permettrait d'éliminer cet exode des jeunes vers les grands centres? Je suis entièrement d'accord avec vous, madame. Vous savez, le problème qui se pose ici, là, qui se pose dans toutes les régions rurales du Québec. Je le comprends très bien. Non seulement, j'ajouterais, pour continuer dans le même sens que M. Bouchard parlait tantôt, en plus de ça, je pense que c'est peut-être important, même si je me fais l'avocat du diable pour soulever, je ne voudrais pas en soulever une polémique, mais à l'heure actuelle, dans notre propre paroisse, c'est-à-dire le sort d'une entreprise importante, je parle de la coopérative agricole, est presque en train de se jouer. Je pense que c'est un fait, ça. Alors, c'est vrai que c'est important de travailler pour amener de l'industrie nouvelle, mais il est aussi important, je pense, de travailler pour sauvegarder celle qu'on a déjà. Je sais que la télévision communautaire s'adresse particulièrement au secteur de notre population qui ne vit pas particulièrement de l'agriculture au départ, mais je pense que c'est important que les gens du village en soient sensibilisés à ça. À l'heure actuelle, si les chiffres sont bons, l'été dernier, dans le plus fort de l'emploi, à la coopérative agricole, ils ont eu quelque chose comme 85 ou 86 employés. Si le sort est joué non à la faveur de notre milieu, peut-être pas pour demain matin, ni pour l'an prochain, mais à plus ou moins long terme, on verra peut-être un éléphant blanc dans ce domaine-là en Normandin. Alors, je pense que les gens vont falloir se donner le coude avant longtemps, là, et même dans quelques jours, probablement, pour sauvegarder cette industrie-là. Bon. Je vous remercie, M. Quentin. Donnez-donc un petit coup de coude à votre voisin pour répondre à ma question, s'il vous plaît, là. Peut-être que si le Québec était maître de sa destinée, chaque Québécois pourrait peut-être avoir sa vraie place sur le soleil. Qu'en dites-vous, M. Gilles Turcotte? Oh, c'est très précis.
C'est un fait que le système capitaliste dans lequel on vit est assez dur d'être bien dans ses culottes. Qu'on est au dépend toujours de l'argent, puis qu'on vit en fonction de l'argent, puis que c'est rendu une nouvelle religion. Mais ce serait peut-être préférable de penser aux valeurs humaines, puis de penser au contact qui pourrait se faire entre les gens. Puis, au lieu de laisser de côté quelque peu, ou du moins de le mettre au deuxième degré, niveau du facteur argent, qui est rendu trop primordial, puis que, en somme, il faudrait pratiquement un changement de système. Comme il y avait le système socialiste, M. Boivin en a pratiquement parlé tantôt, que tout le monde mette leur bien en commun, quoi. Pareil comme un cultivateur, par exemple, il se mettrait 5 familles de cultivateurs, puis il n'y aura pas besoin d'acheter une machine agricole chaque famille. Il en faudrait une pour les 5. Puis ce serait sur divers plans aussi, ça pourrait s'attaquer. Au point de vue, ce que vous dites là, M. Turcotte, on sait bien que ça serait l'idéal. Non seulement dans le domaine agricole, ce serait dans tous les domaines, mais il faut tenir compte de la nature humaine, il faut tenir compte que chaque personne aime son indépendance, puis que c'est extrêmement difficile parce que c'est des choses qui se sont essayées. Et on pourrait être 2, par exemple, on pourrait être 4 ou 5 semaines par ce point. Il arrive que c'est extrêmement difficile, surtout aujourd'hui, si tu tiens compte qu'il y a beaucoup de cultivateurs qui ne sont pas stables. S'ils ne savent pas s'ils vont rester encore, si demain matin ils seront sur leur terre. Alors c'est extrêmement difficile de trouver 4 ou 5 gars. On s'aperçoit qu'il y a un malaise tout de même chez les cultivateurs. Ils sont en train de se faire prendre possession de leur terre par certains opportunistes. Parce que la rentabilité est assez moindre, compte tenu de leurs moyens ou de la grandeur de leur terre. Parce que pour qu'une terre soit valable, puis pour que du bétail soit valable aussi, il faut qu'il y en ait un certain nombre. Je présume, il faut qu'il y en ait. Je ne pourrais pas mettre de chiffres, mais certainement, quelqu'un qui est en bas, disons qu'il y a 10 vaches, ne peut pas vivre avec ça. Mais il y a une chose, moi, malgré que je vois des problèmes en agriculture, les problèmes en agriculture ne sont pas plus sérieux ni plus graves que parce qu'aujourd'hui, on est en train de s'orienter vers des orientations nouvelles. Les marchés ne sont plus les mêmes, les besoins ne sont plus les mêmes, les voies de communication ne sont plus les mêmes. Alors, vous voyez, dans l'industrie, ils ont leurs problèmes. L'agriculture a les siens. Mais j'ai foi en l'agriculture, j'ai foi aux cultivateurs. Ils vont disparaître, les cultivateurs, mais je ne voudrais pas me vanter la classe agricole plus qu'elle ne mérite, mais il reste un fait. Le cultivateur qui a réussi à passer au travers les années extrêmement difficiles qu'on a passées, ça prenait un gars, monsieur, qui s'il avait été dans les affaires, ça aurait été un millionnaire. Parce que le cultivateur, vous savez qu'aujourd'hui, il a besoin d'être un homme d'affaires. Il a besoin d'avoir un degré d'instruction assez important. Il faut qu'il soit polyvalent. Donc, alors, le gars, il faut qu'il soit un homme d'affaires, il faut qu'il soit capable de travailler l'électricité, il faut qu'il connaisse ses vaches, il faut qu'il soit médecin un peu, il faut qu'il soit un peu tout ça. Et l'agriculture, il y en a un certain nombre. C'est pas de notre faute, mais il reste un fait. Il y a des cultivateurs de trop, c'est pas de notre faute. Ils ont bourré les paroisses avec les restants des villes, nous autres ici dans la région Saguenay avec Saint-Jean. Il y a des gars qui crèvent de faim à Jonquière, puis à Chicoutimi, puis à Bière, puis après ça, ils les ont montés pour faire des cultivateurs avec, pour des prix que ces gars-là aujourd'hui, qui ont vraiment cultivé le levier, puis ils disent que les cultivateurs ne sont pas compétents, pour ça qu'ils n'y arrivent pas. Aujourd'hui, ça se dit moins. Et je suis fier de voir que, pour une fois, et depuis, on sent ça de plus en plus, ce que M. Quentin disait tantôt, malgré que ce sont des urbains qu'aujourd'hui qui prennent conscience de la valeur de l'agriculture. Au lieu de critiquer et dire les cultivateurs, ben c'est des gars, c'est comme ci, c'est comme ça. Aujourd'hui, on commence à s'apercevoir que les cultivateurs, c'est du monde intéressant. Puis ça me fait plaisir. Moi, j'aurais une question à vous poser. C'est qu'on parle justement d'agriculture. Puis, disons que j'ai été élevé dans le milieu agricole. Alors, je sais pas, j'ai vu mon père qui a peiné sur une ferme, ça fait 35 ans. Disons que ça fait pas longtemps que je le vois peiner. J'en ai perdu un bout. Mais il y en a d'autres qui, disons, je regarde les gens autour de moi, là, puis ils ont peiné ces bonhommes-là, puis ils sont rendus à 50, 55. Puis les gars puis les filles, les gars de mon âge, là, puis ceux plus vieux, plus âgés, là, au lieu de rester sur la ferme, ils sont allés étudier. Ils sont pas intéressés à rester sur la ferme. Puis il y a des raisons, ça, c'est que l'agriculture, c'était pas intéressant pour eux autres. Vous me parlez tout à l'heure
des techniques agricoles ou quelque chose du genre, est-ce que vous croyez qu'à ce moment-là, les gens, même s'il y avait formation de ce genre d'école-là, si les jeunes seraient intéressés? Il y a une chose qui demeure, c'est certain, malgré que M. Boivin est à côté de moi, j'ai jamais eu rien contre les professeurs, non seulement j'ai rien contre eux, je les estime parce que ces gens-là ont une grande responsabilité et ils n'ont pas l'appréciation qu'ils devraient avoir du public en général parce qu'ils ont un rôle très difficile, ils remplacent les parents, puis ce ne sont pas les pères, ni les pères de ces enfants-là, de nos enfants, et ils sont obligés de... Mais il reste un fait, c'est que je pense que les professeurs ne parlent pas assez. Moi, je crois qu'il est impensable que n'importe quel professeur, il n'y a pas besoin d'être professeur en agriculture pour ça, devrait au moins trouver 1 heure par semaine, donner un cours aux élèves auxquels il enseigne pour lui parler, en fin de compte, de la beauté, de la noblesse, de la profession agricole. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nos jeunes, moi, je suis allé au séminaire. Je suis revenu à la terre, pourquoi? Parce que j'avais ça dans le sang et dans la peau. Mais la plupart des gens qui vont aux études, si on pousse ces études, on est sûr de perdre sur la terre. Ça, c'est décidé d'avance, on perd sur la terre. On a créé des agronomes, on a créé des écoles d'agriculture qui conduisaient où? Conduisaient à faire un agronome ou un technicien agricole. Comptez les gars qui sont sortis, des véritables cultivateurs des écoles d'agriculture. Alors, j'aurais bien aimé me voir un agronome qui vient nous dire comment enseigner, puis comment faire l'agriculture, puis comment produire, qui vienne prendre une terre comme moi à côté de moi, là, puis qui me démontre par sa sagesse, puis son habileté à administrer une ferme, voir comment ça s'administre une ferme. Il l'a appris dans les livres, puis assez souvent, il gagne son salaire, puis l'agronome, on ne le voit plus. Alors, comment voulez-vous? Mais ça, c'est le système d'éducation en général. Que ce soit dans n'importe quelle branche. Général ou pas? On sort à pied en moitié. On a beau avoir des cours, des beaux diplômes, mais on sort et on n'a pas grand-chose. Puis présentement, à peu près tous les métiers sont saturés. Fait qu'on ne sait plus dans quelle branche envoyer. Il faut agir en fonction de l'ouvrage qu'on va avoir, donc en fonction de l'argent. On ne choisit plus parce qu'on a envie de choisir ça, puis on a envie de s'en aller là-dedans strictement. On choisit en fonction pour avoir un ouvrage, pouvoir travailler un jour. Le jeune, à ce moment-là, est davantage attiré à choisir un métier qui se pratique à la ville, puisqu'il y a une gamme plus variée là-bas. Puis il y a plus de chances de gagner sa vie que dans la campagne. Mais pourquoi on revient souvent indirectement au sujet avec lequel on est parti. Malgré que j'ai un gros penchant pour pardonner les jeunes, cependant, les jeunes, on constate de plus en plus que les jeunes, il va falloir qu'il y ait de l'initiative. Parce que vous savez, nous autres, quand on commençait à gagner notre vie, les jeunes de 3, c'était pas un cadeau, n'oubliez pas ça. On commençait à travailler 70 cents par jour, puis là, puis encore, il fallait avoir de la protection pour aller travailler 70 cents. Alors, les emplois étaient aussi rares qu'aujourd'hui, mais on voulait vivre, on voulait travailler. Mais vous autres, il faudrait que vous accoutumiez à penser qu'il faut que vous veniez à vivre par vos crochets, puis après ça, vous devez travailler. Mais assez souvent, on va demander à un jeune pour travailler, puis ça, c'est réel, ce que je vous dis là. Comment ça paye? La première chose qu'il demande, comment ça paye? Ben, je pense que pour commencer à travailler, un jeune qui sort des études, qui n'a pas d'expérience, c'est pas comment ça paye. Donne-moi de l'ouvrage. Hein? Maintenant, pour clore la conversation, peut-être pour Mais finir il y aura peut-être l'entrevue. une chose aussi pour compléter. Ah, Il va arriver pour se prendre un logement, par exemple. Le boss qui va arriver, là, quand il va le louer, ben, ça va être 120, 130 piastres. Ça, il faut tenir ça en ligne de compte. Quand il va aller faire son marché, c'est la même chose. Fait que je pense que c'est pas mal d'arriver et comment ça paye. C'est pas sûr. C'est bien beau. C'est le temps de répondre, M. Turcotte, mais il reste un fait. Ce que vous dites là, c'est vrai. Mais je pense que les parents sont assez conscients de leur responsabilité en général, que ça, ils sont prêts à compléter ce qui manque aux jeunes. Mais l'important, c'est que, parce que moi, personnellement, moi, je vais vous le dire, moi, ce que je trouve le plus important, c'est que mes enfants travaillent. Ça, l'oisiveté, c'est la mère de toutes les vices. Je crois que M. Quentin a quelques mots à ajouter. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose sur la question que Francine posait tout à l'heure et puis que M. Bouchard a répondu. C'est peut-être pour compléter sa réponse, en tout cas, je me plais de la compléter. Je pense que c'est peut-être pas seulement de la faute. Je ne lancerai pas un reproche au professeur, moi. Je ne voudrais pas non plus faire de reproches, un reproche trop amer aux agriculteurs au départ. Mais je me demande si ce ne sont pas eux, les agriculteurs au départ, qui ont désucré la pilule vis-à-vis de leurs enfants.
et qui leur ont fait voir la terre ou le revenu de la terre aussi amer. Écoutez, M. Quentin, moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'étais d'une nature assez fière, puis après ça, j'ai caché mes enfants, mes difficultés agricoles, tant que j'ai pu. Mais je vais vous dire une chose. Vous êtes pris du cancer, vous. Au début, ça vous fait pas trop mal, vous endurez, vous ne chialez pas un maudit mot. Mais quand c'est rendu, ça fait assez mal. Au regard le monde vous crie. Ça a eu une influence tout de même sur la masse des jeunes à l'heure actuelle. Puisque Alors, j'aurais quelque chose pour terminer. On parle d'avenir, on parle de présent. J'aimerais pouvoir savoir ce que chacun pense en un mot, l'avenir. Qu'est-ce que c'est pour eux l'avenir? Vous, M. Boivin, un mot. L'avenir dans le secteur. L'avenir, justement, dans le secteur de l'éducation. M. Bouchard a parlé tout à l'heure de révalorisation, si vous voulez, de l'agriculture. Reste que la terre, M. Bouchard, mais ce sera un seul agriculteur qui l'aura. Quand bien même que M. Bouchard a 8 ou 10 enfants, c'est un seul qui s'établira sur cette terre-là. Alors, je suis d'accord à revaloriser l'agriculture, mais il faut trouver absolument d'autres choses. D'ailleurs, l'agriculture pour le village, à part les employés de la ferme expérimentale et à part le syndicat coopératif agricole, qu'est-ce qui reste? Ça prendrait une industrie quelconque. Et je pense que ce sera l'effort de chacun. Ce sera peut-être des mises de côté, un système qu'on est en train d'élaborer ici même à l'école pour les années futures, qui nous donnera la réponse à ça. Bravo. Quelques mots, un mot en tout cas. M. Bouchard. Moi, comme conclusion, disons que j'ai foi à notre région, j'ai foi à l'avenir. Pourquoi j'ai foi dans notre région? Pour divers facteurs. Vous savez que le développement de la province de Québec est juste effleuré. Alors, les richesses naturelles, ils ne sont pas dans la ville de Montréal ni dans la ville de Québec. Ils sont en dehors des grands centres urbains. Ils sont surtout dans notre région. Et les grands développements vont se faire dans le Nord. Alors, à ce moment-là, je pense que les jeunes, vous pouvez espérer, parce que l'avenir est à vous. Puis je trouve qu'il y a un avenir merveilleux qui vous attend, à condition que vous sachiez la façonner. Mais moi, j'ai foi à l'avenir de notre région. Notre région ne peut pas mourir, j'en suis convaincu. Francine, quelques mots. Bien, pour moi, disons que, comme c'est actuellement, là, c'est certain que je n'aurai pas l'emploi nécessaire ici, dans la région. Puis, c'est comme M. Bouchard a dit, j'espère peut-être, un jour, si on me donne la chance, bien, peut-être que je reviendrai. Gilles, un mot. Donc ça sent mauvais, puis ça sentira peut-être bon un jour où il se sera passé de grandes choses. M. Quentin. Un mot, l'épargne. Pas de commercial. J'ai l'impression que c'est sur ces derniers mots qu'on va se quitter. Notre intention, c'était justement de vous sensibiliser aux problèmes du départ de vos jeunes. J'espère qu'on y a réussi. Si on n'y a pas réussi, ben, on s'excuse. Je vous remercie beaucoup. C'était Richard Dion et Denis Saint-Pierre. Bonsoir. La semaine dernière, à la suite de l'Assemblée générale, de venir à l'émission au poste TVC4, Télévision communautaire de Normandin, pour venir vous donner un compte rendu des fêtes du 25e ainsi que de l'Assemblée générale annuelle des membres de la Caisse populaire Saint-Cyril de Normandin, tenue le 16 juin dernier, mercredi de la semaine dernière. Disons qu'au départ, j'ai quand même l'impression qu'il y a déjà pas mal de gens pour lesquels ces informations-là ne seront que des informations répétées, parce que ceux qui ont assisté à l'Assemblée générale, vous vous êtes quand même rendu compte que
les gens avaient bien décidé de ne pas laisser aux autres seuls le soin de s'occuper de l'administration de leur caisse populaire, car cette année, nous étions au-delà de un peu plus de 500 personnes à l'Assemblée générale. Alors, disons qu'afin de ne pas éterniser l'émission, permettez-moi de vous rappeler au départ, de vous parler, c'est-à-dire au départ, des états financiers de votre caisse populaire au 31 mai dernier. L'actif de votre caisse populaire a passé à 1 292 923 $, c'est-à-dire quasiment 1 300 000 $ d'actifs que détient votre caisse populaire ici même à Normandin, depuis sa fondation, c'est-à-dire depuis 25 ans. Disons les faits saillants, du côté de l'actif, il est à noter qu'actuellement, les membres détiennent en prêt sur reconnaissance de dette au 31 mai dernier la somme de 502 066 $ et sur hypothèque 232 000 $, ce qui représente en chiffres ronds environ 59% du passif ou de l'épargne des membres prêtée aux membres. Les immobilisations n'ont à peu près pas changé, si ce n'est que les amortissements qui ont été pris à la fin de l'année. L'augmentation de l'actif de votre caisse au cours de l'année terminée a été de 173 589 $, ce qui représente en pourcentage 15,5%. C'est très, très beau. Les administrateurs de votre caisse sont très satisfaits de cette augmentation-là, puisqu'elle représente un peu plus de 2% de la moyenne régionale, c'est-à-dire la moyenne régionale au 31 mars dernier était de 13,6%. Dans la colonne du passif, c'est-à-dire ce que la Caisse populaire doit à ses membres ou à vous, chère population, le capital social est resté sensiblement le même au cours de la dernière année, c'est-à-dire 90 000 $. En chiffre rond, les dépôts d'épargne ordinaires, 67 500 $. L'épargne scolaire est passée de 18 000 à 37 352 $. Les comptes d'épargne stables, c'est-à-dire les comptes d'épargne sur lesquels vous n'avez pas le privilège de faire de chèques, mais bien que vous pouvez retirer au comptoir, le solde de ces comptes-là était de 138 700 $ au 31 mai dernier, sur lequel compte nous vous payons un taux d'intérêt de 5 %. Les dépôts à terme, c'est-à-dire les dépôts pour lesquels la Caisse s'engage à vous payer un taux d'intérêt déterminé pour un temps déterminé, au 31 mai, 256 000 $. L'épargne populaire, c'est-à-dire l'épargne que vous avez souscrit par versement mensuel, le solde était de 13 000 $ et le capital souscrit 92 000 $. Le boni qui a été, aujourd'hui on peut dire, accepté par l'Assemblée générale au taux de 7 % plus une ristourne de 1 %, ce qui fait 8 %, représentant un montant de 6 742 $. Il y a aussi également une ristourne qui a été déclarée aux emprunteurs, pour les membres emprunteurs, tant sur reconnaissance de dette que hypothèque. Au cours de l'année, nous avons prêté à des taux variant entre 10 et 11 % pour certains prêts sur reconnaissance de dette particulièrement, et aux alentours de 9,5 % sur hypothèque. La ristourne qui vous a été accordée à la dernière Assemblée générale ramène tous les emprunteurs à un taux minimum, c'est-à-dire à un taux maximum sur reconnaissance de dette à 9,5 % et sur hypothèque à 8,5 %. C'est-à-dire que ceux qui ont payé le plus cher, leur ristourne sur les intérêts payés au cours de l'année écoulée varie entre 14 % et 4,5 ou 5,5 %, quelque chose comme ça. Le patrimoine, le fonds de réserve de la Caisse, au 31 mai, était de 38 625 $. Les membres, 1930, ce qui représente environ 53 % de la population totale, ou 2 personnes et demie en moyenne par famille, membres de la Caisse populaire. C'est des résultats très intéressants, mais laissez-moi vous dire qu'il y a quand même encore de la place pour des résultats meilleurs, parce que certaines caisses de la région connaissent des taux de pénétration jusqu'à 72 et 73 %. Alors, c'est encourageant. Disons que je vous tends la main pour continuer dans le même sens.
Je pense que pour ce qui est de la colonne de l'actif et du passif, disons que le patrimoine de la Caisse, après vous avoir déclaré la ristourne et le boni de 8% sur le capital social, ainsi que la ristourne aux membres emprunteurs, le patrimoine de la Caisse a quand même augmenté cette année de 5 039 $ plus le droit